Maire de Paris représentant la maire de Paris et les deux présidents du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Dans quelques minutes. Du comité national et qui s'occupe des Arméniens. Mais si on devrait y arriver, mais je suis au courant aussi. Mais lui et moi, oui, Garde à vous. Gerbe de messieurs Arat Oranian et Mourad Papazian, co-présidents du Conseil de coordination des Arméniennes de France. Gerbe de Madame Jeanne Gautesser, maire du 8e arrondissement. Putain, c'est pas vrai ça. Chargé des relations internationales et de la francophonie, représentant la maire de Paris. Gerbe de son Excellence M. Vigen Chichetchian, ambassadeur d'Arménie en France. Gerbe de M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Aux morts. Rompez. Nous invitons maintenant Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Monsieur l'adjoint à la maire de Paris représentant la maire de Paris et les deux co-présidents du CCAF à prendre place pour les discours. Si l'on nous avait dit qu'en 2016, la Turquie n'aurait toujours pas reconnu la réalité du génocide arménien, plus de 100 ans après le crime, nous ne l'aurions pas cru. Nous n'aurions pas cru parce que nous savons que l'homme est capable de faire les gestes qui s'imposent vers le progrès, en faveur de la vérité et pour la paix. Nous ne partageons pas la notion d'ennemi héréditaire, car nous sommes convaincus que la conjugaison du temps, de la science, du savoir et de l'intelligence pourrait permettre de progresser vers la vérité et la justice. Mais avec la Turquie, visiblement,
cette équation ne se vérifie pas. Pire, avec le temps, l'État turc a organisé sa régression politique en industrialisant la négation du génocide arménien et en faisant du chantage sa principale technique de négociation politique. Erdogan a organisé une société turque à sa main, à sa botte même, en diffusant un climat de peur, de haine et de rejet. De peur du terrorisme qu'il inspire largement, de haine des Kurdes et des minorités, de rejet de toutes les composantes qui ne s'inscrivent pas dans la ligne d'Erdogan. Les électeurs turcs sont tombés dans le piège tendu par Erdogan, qui se présente comme le sauveur de la nation, alors qu'il installe un climat de terreur en Turquie, muselle les médias d'opposition, continue de soutenir les djihadistes, renforce l'État profond et conduit la Turquie vers un régime de plus en plus autoritaire. Le règne d'Erdogan conduit la Turquie vers la régression. Régression politique, régression des droits de l'homme, régression des droits des minorités, régression de la liberté de la presse, régression de la condition féminine, régression des valeurs démocratiques. Il n'est pas possible de faire confiance à Erdogan, ni pour stabiliser la situation intérieure du pays, ni pour jouer un rôle de stabilité dans la région. Bien au contraire, le masque est tombé et le président turc, qui veut marquer l'histoire de son pays par son autoritarisme, a pour objectif de prendre le contrôle d'une partie du Moyen-Orient. Cet homme est dangereux. Le régime qu'il instaure est destructeur. La Turquie qu'il façonne depuis son accession au pouvoir est une menace pour la région et pour l'Europe. Face à cette réalité, il est grand temps que les États fassent preuve d'exigence et de courage dans leurs relations avec la Turquie. Avec la Turquie, la faiblesse conduit à la faiblesse. En tant que citoyens français, nous n'acceptons pas que la France courbe l'échine devant une Turquie qui réussit à dicter ses choix. Nous n'acceptons pas que l'Europe accorde un crédit de 6 milliards d'euros à la Turquie. Nous n'acceptons pas la relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nous n'acceptons pas que la question des droits de l'homme ne soit pas au cœur des relations avec Ankara. Nous n'acceptons pas ce jeu ami-ami avec le gouvernement turc. Et je veux le dire aujourd'hui, l'opinion publique veut une France forte, qui n'accepte pas que la Turquie dicte ses choix et ses priorités, y compris sur la question du Moyen-Orient, y compris sur la question des Kurdes, y compris sur la question des migrants. Y compris sur la question de son adhésion à l'Union européenne. La posture autoritariste d'Erdogan est tellement caricaturale que la question des relations avec la Turquie risque rapidement de s'inviter dans les débats de la politique intérieure, notamment sur la question scandaleuse de la libéralisation des visas. Et là, en tant que citoyens, nous aurons besoin de clarté et nous serons attentifs à toutes les postures. Nous avons besoin, en tant que citoyens français, d'être fiers de la France des droits de l'homme, la France de la démocratie, la France des valeurs, la France de la justice. Aujourd'hui, 24 avril 2016, alors que nous commémorons le 101e anniversaire du génocide des Arméniens, nous appelons la France au sursaut. La France doit redevenir la France. Et la France redeviendrait la France si elle avait le courage d'adopter la loi de pénalisation de la négation du génocide arménien.
C'est un engagement du président de la République et il n'aura échappé à personne qu'il ne lui reste plus que peu de temps pour le tenir. La France doit redevenir la France aussi et surtout sur la question du Karabakh qui est au centre de la mobilisation de tous les Arméniens du monde entier et des Français d'origine arménienne. Soyons clairs entre nous. Les forces du panturquisme, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans le but de prendre le Karabakh par la force des armes. L'offensive lancée il y a 3 semaines, jour pour jour, par l'Azerbaïdjan n'est qu'un pâle avant-goût de ce que peut nous réserver le président azerbaïdjanais. Les Arméniens du Karabakh subissaient une offensive sans précédent de la part de l'armée azérie. Une offensive d'une telle force à renfort de blindés, d'hélicoptères de combat, de drones kamikazes. Nous avons cru que l'offensive finale était lancée. Au mépris du cessez-le-feu qu'elle viole depuis 22 ans, entre 5 000 et 10 000 fois par an, l'Azerbaïdjan continue de renforcer sa puissance militaire, avec une armée dont le budget est supérieur au budget total de la République d'Arménie. Depuis 22 ans, l'Azerbaïdjan viole le cessez-le-feu au mépris des engagements internationaux. Ce n'est pas acceptable. Depuis 22 ans, l'Azerbaïdjan refuse tous les plans de paix qui lui sont proposés. Ce n'est pas acceptable. Depuis 22 ans, l'Azerbaïdjan se surarme pour mieux préparer la guerre. Ce n'est pas acceptable. Les forces du panturquisme, le président Aliyev et le président Erdogan ne sont prêts à aucune concession sur le Karabakh. Ce n'est pas acceptable. Les États qui sont censés préparer la paix au Karabakh vendent des armes à l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas acceptable. En participant au surarmement de l'Azerbaïdjan, on ne prépare pas la paix, ce n'est pas vrai. Quand les États-Unis, la Russie et la France vendent des armes ou des satellites d'observation militaire à l'Azerbaïdjan, non, ce n'est pas vrai, chers amis. Ces États ne préparent pas la paix. Quel message passe-t-il à l'Azerbaïdjan? Exiger la paix en lui vendant des armes? Vendre des armes ou des satellites d'observation militaire à l'Azerbaïdjan, chers amis, c'est encourager l'Azerbaïdjan à faire la guerre aux Arméniens. Et cela, non, nous ne pouvons l'accepter. Aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous n'attendrons pas que l'Azerbaïdjan lance l'offensive finale sur les Arméniens du Karabakh pour réagir. Il est temps aujourd'hui de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des Arméniens du Karabakh. Il est temps aujourd'hui d'imposer à l'Azerbaïdjan un contrôle électronique des frontières que l'Arménie accepte et de sanctionner l'État qui viole le cessez-le-feu. Il est temps aujourd'hui d'imposer un processus de paix qui soit fondé sur la justice. Le Karabakh est un territoire arménien depuis des milliers d'années. Il n'a été attribué à l'Azerbaïdjan que par la seule volonté de Staline. En 1923, Staline, le plus grand criminel que le monde ait connu avec Hitler, Talat et quelques autres de sinistre mémoire. Il faut poursuivre la déstalinisation avec l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et les Arméniens de Karabakh décideront s'ils souhaitent leur indépendance ou leur rattachement à l'Arménie.
Ce qui est certain, c'est que plus jamais, mais alors, il n'est plus jamais question que le Haut-Karabakh revienne sous administration azérie. Les Arméniens du Haut-Karabakh, chers amis, ne sont pas 150 000, ils sont 10 millions, car tous les Arméniens du monde sont des Haut-Karabakhis. Nous sommes tous des Haut-Karabakhis. Et pour le Haut-Karabakh, je le disais hier à la mairie de Paris, pour le Haut-Karabakh, nous sommes prêts à aller au bout, y compris de remettre en cause certaines amitiés politiques, y compris les plus anciennes, si nous nous sentons trahis. Car le respect de l'amitié doit s'inscrire dans la réciprocité. Et respecter ses amis, c'est aussi respecter ses engagements. Un engagement est un engagement. Même s'il faut déplacer des montagnes pour le respecter, alors oui, déplaçons des montagnes. Même s'il faut contourner la raison d'État, alors oui, contournons la raison d'État. La parole donnée doit retrouver tout son sens si l'on veut réconcilier la politique et le citoyen. Pour conclure, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui militent au péril de leur vie, pour les droits de l'homme, pour la vérité et la justice. Et mes pensées vont bien entendu vers tous ces jeunes qui défendent les frontières du Haut-Karabakh. Je veux penser aussi à tous les combattants qui se sont investis en donnant leur vie pour le Haut-Karabakh et la cause arménienne. Je veux penser aussi à ceux qui sont encore en prison. Je n'oublie pas tous les militants. J'ai une pensée aussi pour Hrant Dink, assassiné il y a 9 ans en Turquie. Et je veux penser aussi à Garo Paylan, un grand homme, très courageux, député du HDP en Turquie, qui milite pour la reconnaissance du génocide arménien à l'intérieur même du Parlement turc. Il a rendu un hommage il y a quelques jours à tous les députés arméniens qui ont été assassinés dans le cadre du génocide. Chers amis, je veux vous le dire, nous gagnerons car nous sommes du côté du droit, de la vérité et de la justice. Nous gagnerons car nous sommes toujours là, 101 ans après le crime de génocide. Nous gagnerons car de génération en génération, notre volonté se renforce. Vive la France, vive l'Arménie, vive la République du Haut-Karabakh. Bravo! Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués et des cultes, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est dans un climat particulièrement lourd que nous commémorons ce 101e anniversaire du génocide. Mourad Papazian vient d'évoquer l'offensive militaire lancée il y a tout juste 3 semaines par les forces turco-azerbaïdjanaises contre les Arméniens de la République du Haut-Karabakh. Pour qui en doutait, ces tragiques événements l'attestent. Les forces qui avaient concouru à la disparition du peuple arménien en 1915 conspirent toujours à sa perte. Le négationnisme, continuation du génocide par d'autres moyens, reste une priorité de la politique étrangère de la Turquie. Et l'Azerbaïdjan, qui affirme former avec cette dernière 2 États pour une même nation, s'est engagé avec l'argent du pétrole
dans une logique de guerre qui vient de passer à l'acte. La mort continue de rôder autour du peuple arménien. Face à cette situation qui perdure et qui empire, l'heure n'est cependant plus au constat désabusé, mais à l'interpellation de la communauté internationale et en tout premier lieu de notre pays, de la France, de nos dirigeants. Le co-président du CCAF, Mourad Papazian, vient de poser une série de questions. J'en ajouterai quelques autres. Qu'en est-il de cette politique avec l'Azerbaïdjan? Qu'en est-il du commerce avec cet État dictatorial, classé 119e sur 168 pays au classement de Transparency International sur la corruption? Pourquoi jamais aucune enquête n'a-t-elle été ouverte sur le trafic d'influence de cette dictature qui a investi ses pétrodollars dans un certain nombre de collectivités locales françaises et reçoit comme par hasard en retour le soutien de leurs élus sur la question du Haut-Karabakh? Comment notre pays peut-il laisser se développer ce mercantilisme politique indigne d'une démocratie? Comment peut-on laisser sans réagir cet État classé 162e sur 180 au classement international de la liberté de la presse poursuivre des journalistes français dont certains sont mis en examen pour avoir dénoncé ces pratiques? Comment ne pas s'interroger sur les conséquences militaires de la vente de ce fameux satellite du consortium franco-européen Ariane Espace au régime Aliyev, dont on nous dit qu'il permet une vision au sol d'une précision de 1,5 m? Qui peut affirmer qu'une telle technologie n'a eu aucune incidence sur la mort des soldats arméniens? Qu'en est-il de cette circulaire signée Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve? Qu'en est-il de cette circulaire signée Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve qui prétend interdire tout accord d'association entre les collectivités territoriales françaises et celles de la République du Haut-Karabakh? L'historien François Furet disait « La démocratie bourgeoise, je cite, c'est le marché, plus les droits de l'homme. » Où sont les droits de l'homme dans les affaires avec la Turquie et l'Azerbaïdjan? Comment se fait-il que le processus d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie ait été relancé par la diplomatie française, alors même que le régime Erdogan s'enfonçait dans une grave dérive autoritaire dont font les frais ses propres citoyens, ses journalistes, les Arméniens, les Kurdes, les jeunes de Turquie, les femmes de Turquie? Au moment où l'état d'urgence est instauré en France, comment peut-on envisager d'ouvrir l'espace Schengen à 80 millions de ressortissants d'une Turquie dont on connaît la duplicité à l'égard du djihadisme? Un État dont le Premier ministre a déclaré le 5 avril dernier qu'il soutiendrait la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, je cite, « jusqu'à l'apocalypse », 101 ans après 1915. Le CCAF, à son niveau national, s'est très clairement, calmement, mais avec détermination prononcé sur cette question. Il y a une incompatibilité irréductible, je dis bien irréductible, entre l'existence en Europe de communautés arméniennes issues des rescapés du génocide arménien et l'intégration aux structures dirigeantes de l'Union européenne d'une Turquie négationniste et donc complice et solidaire du génocide. « 101 ans se sont écoulés depuis le génocide de 1915. Mais le temps
n'a pas le pouvoir de changer la nature des crimes imprescriptibles, ni d'effacer ce qui a été. Il ne fait au contraire qu'aggraver les choses, qu'envenimer les conflits non résolus et rendre plus impérieuse l'exigence de justice. Et quand nous demandons une loi contre le négationnisme de ce génocide, c'est bien sûr pour nous protéger, nous, ici et maintenant, contre ce fléau, mais aussi pour pallier les dénis de justice que nous venons de dénoncer et dont les effets ne s'arrêtent pas à l'entité arménienne, mais risquent de se répercuter jusque sur la sécurité de nos sociétés. Car évidemment, tout est lié, et c'est le niveau d'ensemble des normes démocratiques qu'il est urgent de rehausser. En cette journée du souvenir de la déportation, qu'il me soit permis également de rappeler les propos de notre ami Serge Klarsfeld, qui a dit et écrit que l'impunité de la Turquie pour le génocide de 1915 avait également rendu possible l'extermination des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en ce jour doublement symbolique, retenons les leçons du passé et ne laissons pas l'histoire se répéter. Au nom de la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, et au nom de la ville de Paris, ce 24 avril, devant la statue du père Komitas, je suis venu vous livrer quelques mots très simples, mais essentiels. Nous n'oublions pas le premier génocide. Nous n'oublions pas le crime massif des Arméniens. Nous n'oublions pas le crime qui a marqué l'entrée sanglante dans le siècle le plus sanglant de l'histoire. Nous n'oublions pas que l'oubli de son crime a permis à d'autres crimes d'être perpétrés, comme Arat Toranian vient de le rappeler ici. Et en ce jour du souvenir de la déportation, je veux mêler la mémoire de tous les morts des génocides du XXe siècle à la mémoire des morts des Arméniens, ici, devant le souvenir vivant, érigé à Paris, du père Komitas, lui-même survivant de la grande tragédie. Le crime de génocide des Arméniens n'est toujours pas réparé. Le crime de génocide des Arméniens n'est toujours pas réparé parce qu'il est nié. Et il est nié parfois avec les soutiens de puissances publiques, des moyens considérables. Peut-on imaginer, 70 ans après Auschwitz, que l'on ait encore des machines d'État, des propagandes négationnistes à l'œuvre? Peut-on l'admettre? Peut-on l'accepter? Peut-on l'ignorer? Peut-on fermer les yeux? Évidemment que non! Je suis venu vous dire simplement que chaque fois que l'histoire sera bafouée, nous serons et nous sommes à vos côtés. Et chaque fois que nous devrons mettre en branle le droit pour qu'il marche aux côtés de l'histoire, nous nous tiendrons à vos côtés. Et je n'ignore pas, chers amis, votre attitude et vos tourments après les événements dramatiques de ce début du mois d'avril. Je suis une autorité municipale, il ne m'appartient pas ici de faire la politique des nations. Nous sommes une autorité civile. Mais je veux simplement le dire, qu'à chaque fois que la force s'oppose au droit, nous soutiendrons le droit, parce que telle est la justice et telle est la voie de Paris. Merci infiniment, chers amis. Nous n'oublions pas, nous n'oublierons jamais, et nous serons toujours à vos côtés. Devant la statue de Komitas, nous voici rassemblés comme chaque 24 avril, car nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas ce jour de 1915 où le compositeur, poète, théologien Komitas fut arrêté à Constantinople, emprisonné, déporté, comme plus de 2300 intellectuels, professeurs, avocats, médecins, hommes politiques arméniens. Ce jour où commençaient les déportations de masse,
les marches de la mort, les exécutions sommaires qui répondaient à l'ordre donné d'exterminer toute population parce qu'elle était arménienne. Komitas trouva refuge en France, mais sa vie était brisée. Le monde était entré dans la nuit des génocides. Entre avril et décembre 1915, plus d'1 million de personnes, femmes, enfants, vieillards furent déportés. Les hommes furent souvent massacrés dès le départ des convois. La haine destructrice s'abattit sur tous les Arméniens. Les circulaires disaient qu'il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. 1 500 000 Arméniens furent tués entre 1915 et 1917. Voilà pourquoi nous continuons chaque année inlassablement à marquer cette date, à commémorer ici à Paris comme à Erevan, comme partout dans le monde, le 24 avril 1915. Et nous continuerons de le faire au-delà de ce qu'a été l'exceptionnelle commémoration du centenaire. C'est pourquoi c'est un honneur pour moi de représenter aujourd'hui le gouvernement de la République française à cette commémoration des 101 ans du génocide arménien. Et je me rendrai demain à nouveau à Erevan, au mémorial de Tsitsarnakaberne, comme je l'ai fait en octobre dernier avec vous, Mourad Papazian, pour déposer un œillet et me recueillir devant la flamme qui symbolise les centaines de milliers de victimes du génocide. La fraternité dans le souvenir qui nous unit aujourd'hui m'accompagnera, comme m'accompagneront l'image et les paroles du président de la République, François Hollande, lorsqu'il s'est rendu à Erevan le 24 avril 2015 pour commémorer le centenaire du génocide arménien. Ils n'étaient pas si nombreux, les chefs d'État venus d'autres pays pour commémorer cet événement avec toute la solennité. Ce génocide, c'était le premier des génocides du XXe siècle, mais l'humanité n'en tira aucune leçon, et il y eut d'autres génocides. C'est pourquoi commémorer le génocide arménien est une exigence de vérité universelle, un devoir de mémoire non seulement vis-à-vis du peuple arménien, mais de l'humanité tout entière. C'est pour condamner ces massacres que dès le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie dénonçaient ensemble, en utilisant pour la première fois ce terme, des crimes contre l'humanité et contre la civilisation. Depuis plus d'un siècle, c'est le message de la France, qui s'est toujours tenue aux côtés des Arméniens pour reconnaître les crimes dont ils ont été victimes. La lucidité face à l'histoire et à ses drames est la condition de la paix. Ne pas oublier pour ne pas laisser se répéter. Ce message fondamental que le président de la République a porté l'année dernière à Erevan, c'est un message de fraternité, d'apaisement, de tolérance. Car la reconnaissance du génocide n'est pas destinée à diviser mais à rassembler, afin d'éviter que ne se reproduise la même abomination, la même barbarie. C'est le combat universel de la France qui dénonce avec autant de force tous les massacres, où qu'ils se produisent, et qui relèvent des crimes contre l'humanité. Chaque fois que des chrétiens sont tués parce qu'ils sont chrétiens, des yézidis parce qu'ils sont yézidis, des juifs parce qu'ils sont juifs, des musulmans parce qu'ils sont musulmans, la France est présente et agit. C'est pourquoi aussi reconnaître le génocide arménien, comme la France l'a fait il y a maintenant 15 ans, par un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, est un acte de vérité, de justice et de paix. C'est souhaiter que se développent et s'approfondissent les recherches historiques contre l'effacement des preuves et les échanges entre les chercheurs sans falsification ni négation, sans feindre d'ignorer ce qui s'est produit dans l'histoire. Condamner le négationnisme, c'est protéger la mémoire. C'est pourquoi le président de la République a demandé à l'un de nos meilleurs juristes de formuler les propositions qui permettront de donner à cette exigence une base législative conforme à nos engagements internationaux et à nos textes fondamentaux. La vérité, la reconnaissance des responsabilités historiques, c'est la base de toute réconciliation. Ce message de paix, de justice et de réconciliation, c'est également celui que la France veut porter sur le Haut-Karabakh, où la situation s'est dangereusement aggravée et où la guerre, cette guerre si meurtrière, a fait de nouveau de nombreuses victimes entre le 2 et le 5 avril dernier. La France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk au sein de l'OSCE,
aux côtés de la Russie et des États-Unis, s'est immédiatement mobilisé pour que cessent les hostilités. Le cessez-le-feu doit être pleinement respecté. Ce conflit ne peut être résolu par la force. Le retour à la table des négociations est indispensable. On ne peut en effet qualifier de gelé un conflit qui continue à faire des victimes chaque année de part et d'autre depuis près de 30 ans. On ne peut laisser perdurer indéfiniment un foyer de tensions et de guerre qui peut déstabiliser l'ensemble de la région, déjà en proie à de fortes tensions. Le statu quo n'est l'intérêt de personne, ni de l'Arménie, ni de l'Azerbaïdjan. Le président de la République avait réuni à Paris en octobre 2014 les présidents Sarkissian et Alaïev, et il ne ménage aucun effort pour que puissent reprendre et aboutir des négociations de paix qui sont plus nécessaires, indispensables et urgentes que jamais. Car ces événements dramatiques nous prouvent une nouvelle fois, si besoin était, que la réconciliation, la prospérité, la stabilité ne pourront venir que d'une solution durable sur le statut du Haut-Karabakh. C'est le sens de l'engagement constant de la France pour relancer la dynamique des négociations dans le cadre du groupe de Minsk, sur la base des principes dits de Madrid, c'est-à-dire le non-recours à la force, le respect de l'intégrité territoriale des États et le droit à l'autodétermination des peuples. J'insiste sur ce point, car ce sont les conditions de la paix, et je le rappellerai demain à Erevan et à Bakou. Mesdames et messieurs, la France et l'Arménie sont unies par les liens fraternels. Nous partageons depuis plus d'un siècle désormais une histoire, des valeurs, une vision commune de l'humanité. La France fut une terre d'asile pour les rescapés du génocide de 1915, une patrie d'adoption qui devint une patrie de cœur pour les Arméniens. Pour elle, pour sa liberté, les Arméniens de France se sont battus, ils ont résisté, ils ont pris toute leur part à la reconstruction du pays après la Deuxième Guerre mondiale et ils ont fait rayonner la France de tout leur talent dans le monde entier. À l'heure où nous parlons, les Arméniens de France sont réunis dans tout le pays, autour des monuments érigés pour célébrer leur engagement, dans un même amour pour la France, pour l'Arménie et pour la liberté. Et l'Arménie sait qu'elle aussi pourra toujours compter sur la France. La France qui, par le choix du président de la République, a été aux côtés de l'Arménie une fois encore pour qu'un accord de partenariat privilégié dont la négociation a commencé en décembre 2015 puisse être trouvé avec l'Union européenne. Car une Arménie ancrée dans sa région et regardant vers l'Europe, une Arménie en paix, une Arménie stable et prospère, c'est l'intérêt de l'Arménie, du Caucase et de l'Europe, c'est l'intérêt et la volonté de la France. Mesdames et messieurs, chers amis, en nous rassemblant aujourd'hui, nous entretenons la mémoire et nous contribuons à la reconnaissance universelle du génocide arménien. Nous faisons vivre les valeurs qui nous rassemblent et fondent notre refus de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme. Nous proclamons notre amour de la liberté et de la paix. Nous disons les liens indéfectibles qui unissent l'Arménie et la France. Nous disons ensemble, nous n'oublions pas le passé pour préparer l'avenir. Nous disons vive l'amitié entre la France et l'Arménie. Vive la République et vive la France. Garona,